that bass beat. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre-Emmanuel. Alors j'ai créé une start-up qui s'appelait ZAC en 2016 alors que j'étais étudiant, d'abord à l'ESSEC puis à l'université de Berkeley en Californie. Cette start-up du coup qui lutte contre le gaspillage des produits électroniques a été rachetée en mars dernier par le groupe Manutan. Je serais ravi de vous en dire un peu plus sur cette nouvelle aventure. Et puis je suis aussi le directeur exécutif de la chaire économie circulaire de l'ESSEC, donc sur un pilier plus formation, plus enseignement pour faire avancer l'économie circulaire. Alors en fait tout a commencé par un master en entrepreneuriat, donc le master assez classique où le matin tu as des cours notamment sur le design thinking. Donc voilà, faire une petite étude de marché, déterminer un problème client, faire un MVP, Minimum Viable Product, je suis sûr que vous connaissez tout ça, le tester, l'améliorer, etc. Et donc le matin c'était les cours et l'après-midi on devait avoir constitué des groupes d'étudiants avec mes copains de classe pour pouvoir réellement travailler sur un projet le projet allait nous suivre pendant les différents mois du master. Moi, je suis arrivé à Berkeley, j'avais absolument pas d'idée, je n'étais pas du tout spécialement branché entrepreneuriat particulièrement à ce moment-là, mais j'avais trouvé sympathique l'idée d'aller m'immerger un peu dans la Silicon Valley. Donc, je me suis associé avec Timothée, un ami que j'ai rencontré sur place, qui est ingénieur, Polytechnique Super-Héros, et je me suis inspiré de son idée. L'idée était tout simplement de dire, aujourd'hui, c'est très facile d'acheter un produit en un clic sur Amazon. Comment on peut faire en fait tout simplement simplifier la vie de personnes pour qu'elles puissent vendre de la même manière, que ce soit aussi simple de vendre que d'acheter un produit. Donc c'était un petit peu acheter en un clic sur Amazon, vendez en un clic sur ZAC, qui était effectivement le nom de notre projet étudiant. On a commencé en allant voir les habitants aux environs de Berkeley avec des boîtes en carton, en leur disant mettez tout ce que vous voulez dans le carton, tout ce dont vous ne servez plus, débarrassez-vous et on le vendra pour vous. Et on a commencé à vendre donc sur Craigslist, aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent du Bon Coin. Et puis on faisait aussi des braderies, des friperies dans les rues de Berkeley pour faire les premiers euros de chiffre d'affaires et puis voir un petit peu comment ça pouvait fonctionner. Donc c'est vraiment la toute première idée du projet. Et pour être totalement transparent, je ne savais pas du tout ce qu'était l'économie circulaire. Je n'ai pas spécialement un passé ou une formation ou une ascendance écologique dans ma famille. On était vraiment à ce moment-là sur trouver un modèle économique qui fonctionne, un produit qui peut marcher en répondant à un besoin client, et puis tant mieux si c'est bon pour la planète, mais on n'avait pas la démarche de circularité, on ne savait même pas ce que ça voulait dire à l'époque. On n'était pas du tout all-in, pour être très transparent, donc déjà on était effectivement étudiants. Moi j'ai été en alternance en conseil quand on est revenu à Paris, donc c'était en janvier 2016, où je devais encore avoir 6 mois effectivement dans l'entreprise. Donc en gros pendant la journée, j'étais chez le client en cabinet de conseil, puis dès que je pouvais, je me connectais un petit peu sur Slack, et je bossais pas mal le soir et le week-end, sachant en plus qu'en rentrant à Paris, on était accepté dans l'accélérateur du Nouma. Nouma aujourd'hui s'occupe que de formation, mais c'était un petit peu l'accélérateur ce qu'on appelait en rigolant la Silicon Sentier à l'époque, où sont passés notamment Back Market et Consort et un paquet de boîtes qui sont fait accélérer là-bas, donc côté de la saison 8. Donc c'était pas simple de tout faire en même temps, et puis à l'été, il me restait encore d'ailleurs quelques cours, je suis sûr que ça vous est tous arrivé, toutes et tous, des cours à valider à l'ESSEC. À l'été, effectivement, j'avais pratiquement terminé, il m'a resté à valider, je crois, le fondat de finance. Et par contre, on s'est mis à 100% par la suite, donc en gros, à septembre 2016. On avait pratiquement tout fini pour vraiment choisir la voie entrepreneuriale all-in et pas effectivement une autre voie, par exemple typiquement le conseil. C'était pareil pour mon associé, Timothée, qui avait 6 mois à faire encore à Polytechnique, dans le cadre pour le coup de son master en entrepreneuriat, donc un peu plus focus. Il avait encore des cours à prendre, donc on essayait de combiner un petit peu tout et puis il fallait aussi vivre. Moi l'alternance payait typiquement mon studio ou autre, et puis évidemment rembourser les années d'études. Donc c'était des choses qu'on ne pouvait pas abandonner. Voilà. Alors, pour être très transparent, le product market fit était hyper complexe vraiment à définir et on a testé énormément de modèles économiques. On évolue avec l'économie circulaire dans une économie qui est aujourd'hui vraiment minoritaire. On dit qu'à peu près c'est 9% de l'économie mondiale qui va être circulaire. Ce qui fait que quand on crée des nouveaux services ou des nouveaux produits, on évolue dans un environnement qui n'est pas forcément prêt à vraiment capter cette innovation.
C'est vrai aussi pour plein d'autres secteurs, hein. C'est pas du tout propre à l'économie circulaire. Mais typiquement, si on prend notre modèle, on s'est aperçu de plusieurs choses. On récupérait tous les types de produits qu'un particulier pouvait avoir dans sa maison. Et on voulait effectivement fluidifier la revente. On a mis déjà 2 modèles en place, qui était un modèle de rachat cash. On vous reprend tout de suite votre produit et on vous paye tout de suite. Et un modèle de dépôt-vente, on vous reprend le produit, on le stocke. Par contre, on vous paye dès qu'on a réussi à le vendre. Évidemment, le modèle de rachat cash, on payait un peu moins, mais tout de suite. C'était un peu la promesse. On avait tellement de typologies de produits différentes que c'était impossible d'industrialiser les opérations. On a eu des selles de cheval, on a des lunettes astronomiques, on avait des vêtements, on avait des produits électroniques. C'est impossible d'acquérir une connaissance, même en parlant de big data ou je ne sais pas trop quoi, une connaissance suffisante pour établir le pricing du produit, à combien on le rachète et à combien on va pouvoir le revendre, et avoir une chaîne opérationnelle de collecte, de diagnostic ou autre qui soit efficace. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de se dire ok, on va réduire sur les produits électroniques. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que sur la totalité des produits qu'on avait et des produits électroniques en particulier, 40% des produits étaient des produits de certaines marques. C'est-à-dire qu'il y a certaines marques qui se revendaient, enfin, où il y avait une forte demande à la reprise. Et puis ces produits-là, on pouvait les revendre facilement, avec une certaine fluidité. On pouvait créer un process opérationnel récurrent et régulier, notamment parce que c'est des produits à forte marque, les produits Apple notamment et les produits Samsung, qui commençaient à se revendre beaucoup pour alimenter progressivement le marché du reconditionné qui était alors en plein essor. Donc le point, c'est qu'on était hyper dépendant de ce que les clients avaient comme produits dont ils souhaitaient se séparer, mais dépendant aussi de la valeur financière résiduelle de ces produits, qui dépendaient eux-mêmes, cette valeur financière, de est-ce qu'il y avait in fine des acteurs industriels, enfin pro ou individus, pour les racheter. Donc c'était quelque chose qu'il fallait évidemment pas mal observer. Et donc la première offre vraiment un peu industrialisée de la Startup ZAC qu'on a créée officiellement en mai 2016, on a déposé les statuts en mai 2016 pendant Nouma, c'est Hello ZAC, rachète vos produits Apple, cash, où vous voulez, quand vous voulez. Donc on avait des coursiers qui partaient partout, à Paris pour commencer, aller voir le client chez lui, diagnostiquer le produit chez lui et le payer directement chez lui avec une facilité déconcertante, avec le côté tout de suite, effectivement, vous êtes payé et derrière le produit était stocké chez nous, reconditionné et revendu d'une certaine manière. C'était vraiment la toute première itération un peu officielle avec notre premier site officiel qui n'était plus un projet étudiant. On a beaucoup pivoté, je ne suis pas sûr que c'est d'ailleurs été une excellente idée de pivoter autant, je pense qu'il y avait une certaine impatience. Voilà, quand on est entrepreneur, on a envie que ça marche, on est un peu frustré quand ça ne marche pas tout de suite et directement. On ne laisse pas assez de temps au produit, alors que potentiellement, lorsque tu es dans une plus grosse structure, tu sais qu'un projet met du temps à se mettre en place, le marché met du temps à répondre. Donc on a fait beaucoup de pivots, je ne le recommanderais pas forcément, mais voici un petit peu rapidement quelle est l'histoire de ces pivots. En fait, on est dans une chaîne où il y a énormément à faire. Il faut aller collecter, il faut convaincre le client, aller collecter le produit, l'inventorier, le stocker. Ensuite, le cas échéant, il faut qu'il soit reconditionné et puis qu'il soit revendu sur une marketplace à nous ou une autre. Et donc, du coup, on ne pouvait pas tout faire et on s'est posé plein de questions sur quelle est la partie de la chaîne. Et là, on crée plus de valeur. Qu'est-ce qu'on doit internaliser, externaliser? Et c'est le problème actuel, mais très actuel, de beaucoup d'offres sur le marché de la seconde main. Qu'est-ce que je fais moi-même ou qu'est-ce que je fais avec des partenaires? Donc, pêle-mêle, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, les produits en question, les produits Apple qu'on allait chercher chez les clients, à un moment donné, on a arrêté de les récupérer nous-mêmes pour les reconditionner et les revendre. On les a fait reconditionner par des tiers. Donc on avait une grosse entreprise de reconditionnement à qui on envoyait le produit, qui les reconditionnait pour nous, et nous derrière on les vendait sur une marketplace. On a été un des premiers vendeurs de back market par exemple. Ça a été un modèle. Vous voyez que la partie reconditionnement et la partie marketplace est externalisée. Le problème, c'est la structure de coût, évidemment, puisque le reconditionneur nous pompe pas mal de marge. Back market, à l'époque, avait une commission qui a fortement augmenté depuis sur la revente, puisqu'évidemment, ils vendent l'accès aux acheteurs. L'autre grand modèle qu'on a testé, c'est de dire on arrête de racheter les produits. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête de sortir du cash pour acheter 100% de la valeur du produit. Le produit, en gros, il est racheté par un tiers et nous, on va prélever uniquement une commission sur le montant final, mais sans jamais être propriétaire du produit. Donc, pour le faire simplement, si le produit vaut 100, concrètement, un acheteur va payer 100 sur ce qu'on appelle un compte de tiers et moi, je vais avoir un chiffre d'affaires qui est uniquement de 10 euros et je vais prélever que 10 euros et à aucun moment, je donne 100 à celui qui vend avant d'être payé 120 par celui qui achète. Donc ça n'a rien à voir en termes de modèle économique. Il n'y a pas besoin d'un énorme besoin en fonds de roulement. Et pourquoi on a fait ça? Parce que lorsqu'on a levé des fonds, notamment à l'été 2018, un peu plus d'1 million, 1,2 million, près de la moitié de notre levée de fonds s'est retrouvée mobilisée en stock
à un moment donné, parce qu'on achetait énormément, il y avait beaucoup de produits Apple qui arrivaient via les particuliers. Par contre, on avait un temps entre le diagnostic, le reconditionnement du produit, l'envoi, la vente sur un marketplace ou autre, qui faisait que la sortie de stock était complexe et qu'on était payé tardivement, parce que Back Market payait, je crois, tous les 15 jours. Et donc, on n'avait pas du tout la trésorerie pour le faire. Donc, c'était très dépendant d'un modèle qui nécessitait beaucoup de cash. Évidemment, dans le cas d'une grande structure aujourd'hui, typiquement chez Manutan, on rechallenge ce modèle lorsqu'il y a la trésorerie disponible qui te permet d'avoir une préemption sur le stock pour le revendre derrière, potentiellement en propre. Ça, c'est le deuxième grand modèle. Et j'en termine sur le troisième, qui était pour le coup le plus gros pivot, le pivot majeur. À un moment donné, on en a eu ras-le-bol de fluidifier uniquement la seconde main de 2 marques ou 3. Apple, Samsung et puis un peu Honor. On avait le sentiment au début qu'on faisait pas mal d'économie circulaire, mais rapidement qu'on était un peu tout simplement les larbins de la fluidification de la seconde main de 3 marques qui en plus n'étaient pas spécialement motivées par l'économie circulaire sur la réparabilité des produits, la modularité, l'allongement de la durée de vie des produits. Et on s'est dit, en fait, le gâchis principal des produits électroniques, on est sur 54 millions de tonnes de déchets électroniques produits annuellement dans le monde, c'est pas uniquement les produits qui ont de la valeur, mais c'est tout le reste. Les trucs qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de valeur aujourd'hui, les câbles, les imprimantes, les scanners, les serveurs, etc. Comment on fait pour créer une offre qui reprend tout? Et on a créé du coup Zac.eco, juste pendant le Covid, gros pivot. On a commencé par faire un test sur un format un peu différent, en disant Hello Zac lance une sorte d'opération un peu solidaire et tout. On reprend tout, 100% des produits électroniques. Donc les clients faisaient une liste de tous les produits qu'ils avaient. Ils n'estimaient pas leurs produits, ils n'avaient pas un prix, mais ils estimaient tout. Et derrière, on était capable de dire tel produit a de la valeur, tel produit peut être donné à une asso, tel produit va être recyclé. Et donc, on a adressé un nouveau besoin qui était un besoin global de on vous débarrasse de tout. Et là, on s'est heurté à une problématique B2C qui est qu'on est éduqué dans une société à ne pas être responsable des déchets. Vous payez une taxe d'ordure ménagère, mais vous ne savez pas combien elle est. Et si on vous dit demain, tu dois payer 10 € pour qu'on s'occupe de tes produits électroniques usagés, vous allez trouver ça scandaleux. Vous êtes OK pour donner vos déchets. Et donc, en B2C, quand on avait quelques produits de valeur dans ce qu'on nous envoyait, on pouvait s'y retrouver avec une commission. Mais lorsqu'il n'y avait que des produits à recycler, on n'avait pas de modèle économique. Et donc, on a pivoté vers B2B, parce qu'en B2B, pour le coup, les entreprises sont prêtes à payer pour être débarrassées des produits usagés qui encombrent. Elles sont très regardées sur l'aspect CSR, elles ne peuvent plus rien mettre dans la rue et faire n'importe quoi. Typiquement, on a l'interdiction de la destruction des invendus, les entreprises sont très regardées. Les collaborateurs à l'interne ne supportent pas du tout que leur entreprise puisse faire une chose pareille. Et puis on a rajouté différentes briques dans la proposition de valeur, typiquement un certificat des émissions de CO2 évitées, qui est une valeur importante puisqu'elle est intégrée dans les bilans extra-financiers des entreprises et que les départements RSE ont de l'argent pour payer ce type de prestations. Donc ça a été le changement radical et c'est ce modèle-là qui a été racheté par le groupe Manutan en mars dernier. Quand effectivement, comme je le décrivais tout à l'heure, on a une chaîne de valeurs extrêmement éclatée comme ça, l'intuition générale, c'est de rêver de pouvoir tout intégrer en ayant les moyens financiers de le faire pour évidemment irriguer un marché. C'est un truc qu'on ne pouvait pas faire. J'ai donné l'exemple typiquement de la problématique financière sur le besoin en fonds de roulement. Pour répondre précisément à la question, je dirais que le moment où on a décidé d'ouvrir à tous les produits électroniques, sachant qu'effectivement il y en a plein qui n'ont pas de valeur financière résiduelle, encore une fois l'exemple d'un câble, c'était une intuition qui était que de toute façon, on va vers un monde où de plus en plus de produits devront être reconditionnés et que de plus en plus de nouvelles catégories vont être éligibles au reconditionnement avec une notion d'offre et de demande. Très concrètement, un câble aujourd'hui n'a pas de valeur juste parce qu'il n'y a personne qui veut structurer le marché du câble reconditionné. Si demain, il y a tout simplement de la demande sur le câble reconditionné et qu'il y a une offre qui se structure pour acheter ces câbles pour les revendre derrière, vous créez tout de suite de la valeur financière sur les déchets câbles. Voilà, donc c'est vraiment aussi simple que ça. Et donc mon intuition, c'est qu'on va vers un monde où on va ouvrir de plus en plus de nouvelles catégories éligibles au reconditionnement en créant de la valeur financière parce qu'on doit beaucoup plus acheter des produits reconditionnés. Donc au moment où on l'a fait, c'était complètement risqué, même débile d'un point de vue économique, puisqu'on allait reprendre des produits pour la majeure partie qui n'avaient pas de valeur avec des clients pas OK pour payer le service. Mais je pense que là, notre structure économique, notre modèle économique s'améliore tous les jours. Si je prends l'exemple de notre service maintenant de collecte et de revalorisation du groupe Manutan, qui est le nouveau nom du coup de Zac depuis le rachat, il y a des typologies de produits sur lesquels on faisait 0 € de chiffre d'affaires en prenant une commission il y a 2 ans, sur lesquels aujourd'hui on fait beaucoup de chiffre d'affaires parce que ce sont la revalorisation, ce qu'on appelle la revalorisation, s'améliore parce que maintenant il y a des reconditionneurs prêts à racheter ces produits. Et Manutan étant un distributeur, donc il fait le lien entre des suppliers, des fournisseurs et des clients,
On peut même potentiellement, et c'est mon rêve, créer un nouveau marché en disant à partir de maintenant, on décide de racheter tel produit, de le faire reconditionner et de le vendre. Si on arrive bien à le vendre, on crée une nouvelle catégorie éligible au reconditionnement. Sans faire le cynique, tout est une question dans l'économie circulaire d'offre et de demande. Un produit n'a pas de valeur juste parce qu'il n'y a personne pour le racheter, point barre. Alors, on a fait assez rapidement, même si c'était négligeable du chiffre d'affaires. Je racontais tout à l'heure l'expérience à Berkeley. On a fait, je crois, 5 000, 6 000 $ de chiffre. Et dès comme on était sur un modèle directement avec la modèle éco, on n'était pas par exemple sur une communauté, on attend de voir avant de monétiser. Notre modèle même d'achat-revente ou d'achat cash avant de revendre ou autre faisait qu'on générait déjà du volume d'affaires et du coup du chiffre d'affaires. On a fait une première levée après Nouma en décembre 2016. 150 000 € avec ESSEC Ventures et un business angel qui est venu nous voir parce qu'il y avait à la fin de Nouma un pitch devant plein de business angels grâce à Nouma, des startups accélérées pendant la saison 8 en question. Et cet argent-là nous a servi du coup à constituer notre premier stock, à commencer à pouvoir vraiment racheter les produits avec le modèle que j'évoquais tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on était au School Lab qui était à l'époque rue de Cléry. On s'est fait braquer un soir et 10 000 € de stock, ce qui pour nous était gigantesque, a disparu. En étant volé effectivement à la suite de l'établissement de ce premier modèle. Donc ça a commencé aussi de manière un peu réjouissante. Derrière, on a fait la classique, on a eu les 30 000 € de, je ne sais plus si ça s'appelle la bourse French Tech ou la lettre de BPI, mais Innovub de BPI. Et on a refait une levée de fonds du coup en 2018 sur le modèle vraiment spécifique pour le coup au produit Apple, avec les coursiers qui partent dans Paris sur le modèle d'estimation. Parce que là, on avait réussi à convaincre des business angels d'investir sur ce modèle parce qu'il y avait une forte traction de particuliers qui voulaient se séparer de produits électroniques. Par contre, ce qu'on a observé, c'est qu'à ce moment-là, entre 2016 et 2018, l'économie circulaire n'était pas un sujet, un très faible sujet. Tous les VC, typiquement de la place parisienne, investissaient dans les SaaS. C'est l'ère des Payfit et compagnie, où c'était très facile de lever 2 millions sur un deck en disant qu'on allait avoir un SaaS, un software scalable dans plein de régions différentes, en ayant une armée de développeurs, des commerciaux et d'envoyer un commercial et il fallait juste traduire le site. Mais dès qu'on parlait d'industrialisation, dire qu'on avait des produits entre les mains, dire qu'on allait réparer ou autre, ça faisait peur et c'était hors de question de financer ça. Et ça, on a pris des portes de partout. Aujourd'hui, sur cette thématique d'économie circulaire, plus largement de la clean tech au sens large, au contraire, il y a une lampe autour du bâton, c'est tous les fonds à impact, et il y a des fonds spécialisés économie circulaire en plus, qui vraiment privilégient à fond le côté, au contraire, retour au produit, retour à l'industrie. On parle de réindustrialisation aussi d'un point de vue politique. C'est quelque chose qui est revenu avec la nécessité de réancrer le local, avec la peur de la pénurie, et notamment ce qui s'est passé avec les masques pendant le Covid, quoi. Donc c'est une période très propice au lancement de projets d'économie circulaire qui ne reposent pas du tout uniquement sur l'aspect software. Dans l'aspect économie circulaire, il y a des sujets data, des sujets software, des sujets évidemment marketplace, mais heureusement maintenant, on est revenu à quelque chose de plus raisonnable sur l'ancrage industriel des projets qui peuvent être financés par le capital risque. Alors la revente c'est un peu spécial parce que au-delà d'avoir des amis qui étaient en M&A, je ne savais absolument pas ce que c'était précisément, comment ça fonctionnait précisément, en particulier pour d'éventuelles startups. On était à une époque où on avait lancé du coup le nouveau modèle qui reprenait l'ensemble des produits électroniques usagés. On avait une bonne traction B2C, une intuition B2B. On avait eu une réduction importante d'effectifs. On sortait du Covid, donc période extrêmement complexe où on a remis une énergie folle avec mon associé pour créer la nouvelle offre. Le nouveau site avec un nouveau design, un nouveau branding. C'est le ZAC qui apparaît avec la feuille, alors qu'avant le ZAC.fr était un truc super tech, très bleu, etc. Quelque chose de beaucoup plus économie circulaire. Création effectivement, comme dit, d'un site, d'une nouvelle UX pendant l'été. Enfin, on a remis une énergie de malade et on est passé de 25 à 10 personnes. À ce moment-là, on fait un board d'investisseurs en disant voilà, on a une bonne intuition là-dessus, on va utiliser tout ce qu'on sait depuis le début, on va aller à fond là-dessus, mais on a besoin un peu de financement, qu'est-ce que vous en pensez? Et plusieurs investisseurs sont OK pour remettre au pot, et au même moment, on est contacté par une boîte suédoise, qui est en gros une boîte qui est dans le transport et la logistique en Europe, sauf en France. Typiquement, ils installent, ils livrent et installent tous les ordinateurs HP en Europe. Vous savez qu'ils vous imaginez qu'il y a pas mal de boîtes de marques qui n'installent pas eux-mêmes leurs produits. Bon. Et ils nous disent, voilà, on a une intuition sur l'économie circulaire, on a lancé un service qui fait la même chose que vous,
En Allemagne, ça marche très bien. On n'est pas encore sur le marché français. On veut vous racheter. On est intéressé par vous racheter pour lancer le marché français sur cette offre-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, on a un mec qui était à Hong Kong avant, dont on a racheté la boîte, qui en plus veut venir s'installer en France et qui pourrait être la liaison au départ entre le groupe et nous. Bon. C'est la première fois que j'entends parler du rachat. Et moi, je creuse en me disant, ça peut être marrant, je réfléchis. Et je fais progressivement la liste de pourquoi, en fait, notre modèle, donc très spécifiquement dans l'économie circulaire, peut potentiellement exploser beaucoup plus à l'intérieur d'un acteur existant que en grossissant comme une startup qui devient scale-up, qui devient licorne sur le côté. Mutualisation du transport. La boîte, c'était une star de la logistique et nous, on a un modèle très opérationnel. On va collecter les produits, on fait ce qu'on appelle la logique inverse, puis on va les stocker, etc. Donc mutualisation du transport et expertise. Partie évidemment commerciale. Tous leurs clients, ils nous disaient qu'ils avaient de plus en plus la demande. On prend l'exemple d'HP, ils nous ont regardé parce que HP disait maintenant vous devez proposer à tous les clients chez qui vous installez les produits la reprise. Donc on avait directement un pad commercial hyper intéressant, etc. etc. Ça ne l'a pas fait avec cet acteur pour un point de vue culture. Très simplement, ils étaient dans une démarche d'autonomie totale. On ne va pas vous intégrer, vous avez vos objectifs, vous démerdez sur la France et voilà. Alors que moi j'avais justement fait la liste de tous ces sujets, beaucoup plus dans une dynamique de synergie. Par contre, derrière, on a contacté une petite banque d'affaires pour dire, voilà, on a cette intuition-là, est-ce que vous pouvez aller sonder le marché pour voir si notre modèle pourrait intéresser un acteur existant de la logistique, de la distribution, du retail. Voilà. On a fait le process classique, ce qu'on appelle une sorte de deck qui est fait avec pas le nom ZAC, mais un autre nom pour tester le marché. Super retour du marché, on a eu une quinzaine, vingtaine de rendez-vous, dont un la veille de mon mariage avec Cdiscount sur le parking du traiteur. Et du coup, on les rencontre tous un par un pour des problématiques très différentes. Et en fait, on a tapé dans le mille parce qu'on était à un moment donné où toutes ces boîtes-là, pour des raisons réglementaires, des raisons de marché, avaient besoin d'acteurs historiques qui avaient une vraie connaissance, une vraie expertise de l'économie circulaire et en particulier du tech-back, de la collecte, pour le développer en interne. Donc on a vu une quinzaine de boîtes et pourquoi Manutan? Il n'y a pas eu vraiment photo pour être très honnête. Quand on est arrivé chez Manutan, le directeur du M&A et son équipe avaient travaillé sur un document expliquant pourquoi c'était le mariage du siècle, avec une vision totalement partagée sur là où vous voulez aller. Je n'avais jamais vu ce niveau de maturité chez un acteur qui n'était pas un acteur de l'économie circulaire. Et puis derrière, c'est une question de culture, c'est une ETI familiale avec une culture qui nous a, et un accueil qui nous a tout de suite particulièrement séduit. Et du coup, on est rentré en due deal avec eux, en exclusivité. Donc là, on est en novembre. Et le rachat a été conclu à mi-février, donc classique période de due deal avec un gros cabinet d'avocats et un gros cabinet d'audit. On y a passé des bonnes petites nuits jusqu'au rachat final. Voilà. Alors, je vais répondre très personnellement. Moi, je le vis très bien pour plusieurs raisons. Un, c'est pas un groupe du CAC 40, c'est une ETI. Et ZAC a été racheté en fait à 80%, donc on est toujours, Timothée et moi, avec 10% du capital. Donc ça induit quoi? Ça induit qu'on est toujours en fait patron de la structure juridique. Et deuxièmement, on est en direct avec le board en permanence. Parce que justement, on a été recruté après le rachat au stade de directeur. Pour le dire concrètement, on n'est pas une petite équipe produit dans une énorme boîte noyée dans la masse des autres boîtes qui ont été rachetées, avec la classique, le founder qui en a ras-le-bol au bout de 6 mois parce qu'en fait, il est devenu manager, on va dire, dans son coin. Et du coup, il part en attendant son earn-out, quoi. Enfin, du coup, il attend son earn-out et il part au moment la date fatidique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est un groupe qui, aujourd'hui, n'est pas du tout circulaire. Et donc, on est utile. On sait qu'il y a besoin de nous pour y arriver et on a tous besoin d'être utiles, d'apporter effectivement notre expertise pour avancer et apporter de la valeur ajoutée. Troisième point, ce groupe a une volonté affichée, réelle, donc du coup, VS, pas les greenwashing, de devenir un groupe circulaire. Ils en sont convaincus pour l'écologie, mais aussi pour l'économie. Pénurie des ressources, demande des clients, contraintes réglementaires, ils savent qu'ils doivent aller vers là, sinon ils sont morts. Donc c'est un sujet stratégique. Si quand tu es racheté, le sujet de ta boîte n'est pas stratégique, très rapidement, avec le nombre de sujets dans une boîte de cette taille-là, tu vas péter un câble parce que tout le monde s'en fiche de tes sujets, ils n'avancent jamais, ils ne sont pas priorisés. Et quatrième point, c'est la place et la gouvernance qui a été créée. Ils ont été extrêmement intelligents avec un gros travail sur la bonne gouvernance, avec l'idée que le service ZAC a été directement intégré commercialement dans le groupe Manutan pour que les équipes de Manutan en elles-mêmes se saisissent du sujet, donc pas un truc sur le côté. Donc aujourd'hui, c'est les commerciaux de Manutan France et de Manutan Collectivité, la filiale pour le côté public, qui sont chargés de vendre le service de collecte et de revalorisation des produits IT aux entreprises et aux collectivités. On a des nouveaux projets et puis ils ont créé une structure pour réfléchir à l'avenir du groupe sur ce sujet, pour créer des nouveaux projets. Donc en fait, je suis vraiment
sans en rajouter, intrapreneur, en disant, bah voilà, je pense qu'il faut aller vers là et par là. Et puis dans une autre dimension plus de formation, j'avais jamais bossé dans un grand groupe, la notion de travailler avec plein de fonctions différentes, d'aligner les personnes, d'embarquer plus largement que soi, de faire attention aux différents timings des gens, c'est quelque chose où je pense c'est hyper important à un moment donné d'y aller, de ne pas faire le jeune teenager en mode ah, je suis libre, je suis indépendant, rien à foutre, j'décide de tout et j'ai pas envie d'attendre. C'est une formation humble qui est extrêmement intéressante et dans laquelle j'apprends personnellement beaucoup. Voilà. Moi, je pense que quand on est fondateur d'une startup en sortie d'école, il faut être extrêmement humble. Et il faut une grande maturité pour comprendre qu'en fait, on n'a jamais travaillé avant, qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et que du coup, on fait énormément d'erreurs. Comment j'ai tenté d'y remédier? Donc déjà, j'ai fait plein de conneries, d'un point de vue management et RH, mais on est vraiment aux fraises quand on sort d'école. On ne connaît rien sur rien. Et puis en plus, il y a cette culture de la jeunesse, on a tous le même âge. Mais la culture, je ne sais pas moi... du feedback, la culture effectivement d'être très clair sur la mission de quelqu'un, c'est la culture de comment évolue une personne dans la boîte et de lui faire un parcours de carrière, mais c'est des trucs, on est nul, on ne sait rien sur rien, quoi. La gestion des évolutions salariales, on fait n'importe quoi en start-up, mais n'importe quoi. Il y a quelques boîtes qui ont essayé de processer au bout d'un certain temps, notamment en mettant des grilles de salaire et tout, mais DRH, c'est un métier, quoi. Voilà. Donc il y a plein de choses, on fait plein d'erreurs, mais moi j'ai tenté d'y remédier en ayant des mentors, justement par le réseau, grâce à l'ESSEC quand il y a mal de réseau, en allant effectivement beaucoup bouffer, prendre des cafés avec beaucoup de gens beaucoup plus âgés, y compris des personnes qui ont bossé dans des grands groupes et qui étaient à la retraite. C'est un peu comme ça que j'ai essayé de... Voilà. Mais il y a plein de conneries qu'on a faites. J'évoquais tout à l'heure le product market fit, on a changé 6 fois d'idée. Je pense que si j'avais discuté un peu avec typiquement le patron, le directeur général délégué de Manutan, qui je bosse beaucoup en ce moment sur le temps d'un projet, comment on aligne et comment on voit si un projet marche ou pas avec une expérience de 20 ans, j'aurais fait différemment. On a un côté un peu trop fougueux, un peu trop stupide. Donc il faut garder l'énergie, il faut être capable de se cadrer. La culture de la clarté, la culture de l'écrit, de la transmission d'informations, être sûr que tout le monde est aligné. Il y a plein de startups qui ont des énormes problèmes culturels avec des employés qui se barrent en disant j'en peux plus de ces startups, la culture est pourrie, on ne me tenait pas au courant. C'est juste que rien n'est processé à ce niveau-là. Alors, moi, j'estime avoir beaucoup de chance, c'est d'avoir trouvé mon sujet. Je pense que parce qu'on est conditionné, parce qu'il y a beaucoup trop d'écoles, à mon sens, super généralistes, où on peut diplômer à la fin sans avoir creusé un sujet, ou alors il y a des voies qui sont dites royales et qui nous empêchent de comprendre qui on est et de choisir justement un secteur d'activité ou une expertise. Il y a beaucoup, on le sait, nos camarades qui, bon c'est un peu moins le cas actuellement, mais qui au bout de 6-7 ans se retournent et disent mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je sais faire, je suis pas heureux, blablabla, quoi. Moi j'ai de la chance parce que l'économie circulaire réconcilie l'entrepreneuriat. Donc l'excitation de trouver un modèle économique, une innovation, créer de l'emploi, avoir un impact social. Le centre logistique de notre activité est un centre d'insertion professionnelle en lien avec le groupe ARES. Et l'écologie, très concrètement, réduire l'impact sur la ressource, réduire les émissions de CO2. Et étant papa de 2 enfants, c'est évidemment un sujet qui me tient à cœur. Donc, j'ai de la chance et j'ai creusé mon expertise là-dessus. Je me suis formé avec la Fondation Ellen MacArthur et compagnie. Donc moi, ma North Star, elle est très simple, c'est faire en sorte que l'économie circulaire devienne l'économie de demain, c'est-à-dire le mode majoritaire de production, de consommation, de distribution de notre économie. Donc ça passe par plein d'indicateurs différents, le pourcentage de produits reconditionnés vendus, l'extraction de ressources naturelles nouvelles annuellement, etc., etc. Et c'est pour ça que tout ce que j'ai lancé répond précisément à ça. L'axe entrepreneurial avec Zach, puis Zach à l'intérieur de Manutan. La chaire économie circulaire de l'ESSEC, qui est un projet entrepreneurial sur la partie pédagogique. On forme les prochaines directrices, les prochains directeurs de l'économie circulaire dans les groupes existants pour les transformer de l'intérieur. Et le collectif EC 2027, un quinquennat pour l'économie circulaire que j'ai créé avec 250 organisations et un conseil d'administration de 19 boîtes et personnes pour pousser l'économie circulaire dans le récit politique, dans le débat public et dans le débat politique. Donc c'est vraiment ma mission. Et donc du coup, à partir du moment où chez Manutan, je peux totalement m'épanouir dans cette mission, en transformant de l'intérieur un distributeur qui vend beaucoup de produits annuellement pour que son modèle soit décarboné et, je l'espère un jour, 100% circulaire, je suis complètement là-dedans. Donc en fait, je n'ai pas une assise sectorielle, je n'ai pas un métier propre. Alors je suis entrepreneur, mais propre, que ce soit, je suis ni dans la politique, ni dans la formation, ni dans l'entrepreneuriat uniquement.
J'aurais juste besoin, je pense toute ma vie, de pouvoir pousser ce sujet-là. Et ce sera toujours la raison principale et même la raison numéro 1 de mon choix d'un éventuel nouveau job. Mais aujourd'hui, je suis engagé à 100% dans cette mission chez Manutan. Il y a énormément de travail à faire et ça peut durer très très longtemps. Mon conseil, c'est vraiment se spécialiser. Ça peut paraître un petit peu bateau, je ne vais pas vous dire mon conseil c'est de demander des conseils, mon conseil c'est de faire ce que vous aimez, etc. C'est pas du tout ça le conseil. Le conseil c'est spécialisez-vous. On a besoin de personnes qui savent de quoi elles parlent, qui peuvent vraiment faire avancer le schmilblick parce qu'elles ont travaillé leur sujet. Elles connaissent les données, elles connaissent les chiffres, elles connaissent le marché, elles ont rencontré plein d'acteurs. Et quand vous allez lancer quelque chose, soyez pas les wannabe entrepreneurs, genre j'ai une bonne idée, je lance juste parce que je veux être entrepreneur. Entrepreneur, c'est pas un métier, on peut l'être dans une start-up, on peut l'être dans un grand groupe, on peut être entrepreneur dans une association, c'est pas le sujet. Vous devez créer de la valeur et pour créer de la valeur, vous devez savoir de quoi vous parlez. Dans notre société, malheureusement, je trouve qu'on souffre beaucoup trop de l'opinion plutôt que du fait, de la fausse donnée et de l'absence de données. L'économie circulaire, c'est de l'efficacité, c'est consommer moins de ressources, gaspiller moins. Vous avez besoin de savoir où est le problème et pour savoir où est le problème, il faut avoir de la donnée. Il faut effectivement travailler, être rigoureux et un minimum se spécialiser sur la question. Vous irez beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Vous serez contacté pour aussi partager votre expertise et vous serez contacté pour qu'on vous transmette des informations. Et ça vous permettra d'aller loin et d'apporter une valeur, d'avoir une identité personnelle, d'avoir une valeur réellement pour la société dans un axe précis. Ça ne veut pas dire qu'on doit garder la même spécialisation toute sa vie, ça n'a rien à voir. Mais dans votre prochaine aventure, spécialisez-vous un minimum. Le sujet peut être un peu large, mais vous devez savoir un minimum, effectivement, maîtriser un minimum ce sur quoi vous vous lancez. L'écosystème entrepreneurial avec énormément de création d'entreprises dans les écoles, c'est top, mais parfois c'est pour les mauvaises raisons. Et lancer sa boîte pour une raison sociétale et parce que c'est un statut social, c'est la pire connerie possible. C'est pas le sujet c'est de créer de la valeur, et aujourd'hui de la valeur économique, écologique et sociétale. Les trois en même temps, c'est possible.